Didier, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler des devises ensemble. Les devises jouent bien des fois un rôle capital dans la performance d'un portefeuille et leur jeu peut entraîner également des risques additionnels pour un investisseur, qu'il soit particulier ou non. Alors, Didier, quels sont les facteurs clés qui permettent d'appréhender correctement le rôle des devises dans une allocation? Alors d'abord, vous avez tout à fait raison. Le mouvement des devises à long terme, c'est ce qu'on parle d'investissement à long terme, est absolument majeur. Si on est tous d'accord pour reconnaître que un portefeuille global a des vertus pour aller capturer toutes les opportunités de performance, de croissance partout dans le monde, ça veut dire qu'il y a un enjeu de devise selon qu'on est au Japon, aux États-Unis, en Asie, etc. Or, ces devises, sur le long terme, peuvent avoir des mouvements absolument considérables. Et là, je ne parle pas d'espèce de volatilité de court terme pour ceux qui ont l'œil rivé sur leurs écrans tous les jours, mais des vrais mouvements. Si vous regardez sur les 10, 20, 30 dernières années, les mouvements sont absolument considérables. Et c'est l'économie. Les devises, à long terme, c'est l'économie, c'est-à-dire la politique économique, de la politique monétaire. Souvenez-vous, les grands mouvements qu'on a pu connaître historiquement, c'était la fin de l'inflation, début des années 80, quand Reagan arrive au pouvoir, Paul Volcker, président de la Fed, monte les taux d'intérêt pour se débarrasser de l'inflation, et vous avez une hausse du dollar pendant 4-5 ans d'environ 80%. Oui. 80%, ouais. Absolument considérable. Arrive 85, et cette hausse a quand même un petit peu perturbé tous les pays de la planète, et les grands argentiers se réunissent à New York, dans un hôtel, le Plaza, et se mettent d'accord pour dire il faut faire redescendre quand même le dollar de ses sommets, et dans les 2 années qui suivent, le dollar repère 45-50%. Absolument considérable. Souvenez-vous, 2000, l'euro est créé. Les grands investisseurs du monde entier ont une monnaie quand même assez crédible et prestigieuse désormais à se mettre sous la dent. À partir de là, commence une forte baisse du dollar de 2000 à, en gros, la crise de 2008. Mais ça veut dire que si on est capable d'identifier un grand mouvement, une grande tendance d'une devise, on peut essayer de jouer avec pour surperformer. Oui, alors c'est un moteur, en tout cas, qu'il est quasiment impossible d'ignorer. Le problème, c'est que c'est complexe de comprendre la mécanique sous-jacente. Oui, tout à fait. Il faut être très humble. Vous avez des prix Nobel d'économie qui se sont ridiculisés à faire des projections sur les devises parce qu'en effet, les circonstances peuvent changer. 2008, grande crise financière, faillite des banques, le dollar devient une valeur refuge, et à partir de là, le dollar s'apprécie de manière absolument considérable jusqu'à récemment. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment de la macroéconomie, et à long terme, il faut en effet reconnaître qu'on ne peut pas faire l'économie de réfléchir sur ce que sont les grands mouvements économiques dans le monde, les grandes politiques monétaires économiques. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut reconnaître que à l'intérieur de ces grandes vagues qui sont des vagues sur plusieurs années, vous avez des mouvements intermédiaires. Alors ce n'est plus 50 ou 80%, mais ça peut quand même être facilement 15, 20, 30%. Et là, il est quand même difficile aussi de les ignorer. Et donc là, on est sur également de l'économie, principalement, mais aussi des considérations de marché qu'il est difficile, à mon avis, pour les particuliers de prendre en compte, et qu'il inclut des choses comme le positionnement. Quand tout le monde est d'accord sur une devise, probablement que le potentiel commence à être limité. Donc, être informé du positionnement du marché est important, ce que les professionnels connaissent, mais qu'il est plus difficile pour les particuliers de connaître. Donc on est sur quelque chose, si on ignore la complexité ou la difficulté, on va émettre des avis un peu à l'emporte-pièce qui ne vont pas aider la performance. Alors justement, essayons d'être concrets avec un cas pratique, le dollar. En dépit de son appréciation d'avril et de mai, qui a provoqué, on peut dire, des remous sérieux dans certains pays émergents, le dollar est plutôt engagé dans un mouvement descendant depuis un an. Est-ce qu'il s'agit d'une tendance de long terme? C'est le premier point. Et si c'est le cas, quels sont, selon vous, les facteurs qui président à ce mouvement dépréciatif? D'accord. Alors, réfléchissons ensemble. Je disais, les devises, c'est d'abord de l'économie, sur le moyen terme. Sur le moyen terme,
quels sont les grands mouvements en place? Aux États-Unis, vous avez eu l'élection de Donald Trump, qui dans un premier temps, souvenez-vous, a créé une forme d'enthousiasme, de confiance, et le dollar a répondu de manière favorable pendant quelques mois. Mais il est vrai que depuis début 2017, le dollar s'est déprécié, jusqu'à il y a quelques mois. Pourquoi il s'est déprécié? Parce que d'un point de vue économique, le programme de Donald Trump, logiquement, était compatible, cohérent avec un dollar plus faible. Pourquoi? Parce que Donald Trump promettait une croissance plus forte aux États-Unis, ce qui allait un peu inévitablement creuser son déficit commercial, puisque les États-Unis sont la locomotive de la croissance mondiale. Donc quand ils croissent davantage que le reste du monde, mais ils importent beaucoup de biens, et donc ça creuse le déficit et fait baisser la monnaie. Donald Trump disait ne vous inquiétez pas, ça ne se produira pas, car j'aurai une politique protectionniste qui empêchera le déficit commercial de se creuser. Le marché n'y croyait pas, en disant facile à dire, mais ce sera quand même très, très compliqué. Ce qui se passe depuis quelques mois, c'est une sorte de regain de crédibilité de cet appel au marché en disant regardez, la politique que je mène aujourd'hui à l'égard de la Chine, mais pas seulement, mais également à l'égard de l'Europe, elle est en effet protectionniste et donc elle va empêcher mon déficit commercial de se creuser. Et donc le dollar se reprend. Vous voyez, il y a une logique économique. Avoir une vue sur le dollar aujourd'hui, et on parlera de la partie euro de l'autre ensuite, parce que tout dépend contre quelle monnaie, mais la dimension américaine du dollar, je dirais, revient aujourd'hui principalement à se poser la question de savoir si vous croyez que Donald Trump parviendra en effet, par ses mesures protectionnistes, à empêcher le déficit commercial de se creuser ou pas. Voilà. Donc là, c'est un jugement, je dirais, presque géopolitique. J'aurais tendance à être assez sceptique, c'est-à-dire que je pense qu'il va être très difficile pour l'instant, si l'économie américaine est en effet en plus forte croissance que le reste du monde, si semble être le cas, par rapport à la zone euro, par rapport au Japon, on a une croissance économique plus forte, donc il va y avoir une tendance à creuser le déficit commercial, donc à faire baisser le dollar, ce qui va être très difficile, me semble-t-il, à contrecarrer à coup d'augmentation des tarifs douaniers. Donc cette embellie du dollar, je ne pense pas qu'elle soit capable intrinsèquement d'être contrecarré par le mouvement protectionniste de Trump. Bon, ça c'est le diagnostic, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors imaginons qu'on a une allocation un peu diversifiée avec des actifs dans les pays émergents, en zone euro. Qu'est-ce que ça change? Très bien. Alors, en effet, c'est l'étape suivante. Une fois qu'on a raisonné, je dirais, in abstracto, dans l'absolu de la devise, ensuite, quelle cohérence cette vue-là peut avoir par rapport à l'ensemble d'un portefeuille. Et là, ça devient absolument majeur parce que les actifs, que ce soit les actions, les obligations, les devises, sont liés. Il y a des rapports de corrélation entre elles. Par exemple, aujourd'hui, l'une des raisons qui fait que le dollar monte provient de l'Europe. La perception d'un risque politique en zone euro entretient le rôle de valeur refuge voilà, du dollar. Exactement. En plus de ça, les chiffres économiques de la zone euro dernièrement ont été plutôt décevants. Donc ça aussi, ça va dans le sens d'un affermissement du dollar. Donc si vous êtes de l'avis où vous avez en portefeuille une exposition importante à l'Europe, à la zone euro, et que vous vous dites il y a quand même quelques risques de prolongation du problème politique en Italie, voire même d'extension au reste de la zone euro, un petit peu inquiet sur le ralentissement économique que ça pourrait créer, alors il est assez sain d'avoir en portefeuille, aux côtés de cette allocation en zone euro, effectivement des actifs en dollars qui rééquilibreront votre portefeuille. De la même manière, si vous pensez, ce qui est mon cas, que la croissance dans le monde émergent est assez robuste, qu'il y a véritablement de bonnes raisons d'être positionné sur certains pays émergents parce que les fondamentaux économiques sont plutôt bons, mais que vous êtes conscient que ça vous plaise ou non, le monde émergent est sensible au dollar et qu'une hausse du dollar serait préjudiciable à la performance de vos actifs dans le monde émergent, alors il est assez sain dans un portefeuille, aux côtés de vos actifs dans le monde émergent, de détenir une poche en actifs en dollars pour rééquilibrer le portefeuille.
Donc on voit bien que c'est un jeu assez complexe, mais il faut se pencher tout de même sur la question si on veut minimiser les risques, parce que parfois, finalement, on porte des risques associés sans s'en rendre compte. C'est un cas qui arrive souvent. Absolument. Et aussi, si on veut générer davantage de performance, il vaut mieux savoir quels sont les actifs qui vont être portés par des devises qui s'apprécient. Voilà, c'est tout à fait ça. Les actifs sont liés entre eux. Raisonner de manière par silo sur chaque classe d'actifs est une erreur parce qu'on fait dans ce cas-là abstraction du fait qu'en prenant un pari sur une classe d'actifs, implicitement, on en prend également sur la devise. Donc il faut absolument avoir ce raisonnement de construction de portefeuille et puis se dire que sur les devises, il y a une vraie complexité. Si c'est évident à un moment donné, c'est que c'est douteux. Hein, les phénomènes de devises sont des phénomènes sur lesquels les marchés sont assez efficients, réagissent très très vite, et donc prétendre en savoir beaucoup plus que ce que reflète déjà le marché dans le prix d'une devise est en général assez présomptueux. Donc il faut être lucide sur la difficulté pour en tirer le meilleur parti. Didier, merci.